Bienvenue sur le podcast Lifespan, où nous discutons de la science du vieillissement et des moyens d'être en meilleure santé à tous les stades de la vie. Je m'appelle David Sinclair, je suis professeur à Harvard Medical School et je fais des recherches sur la biologie du vieillissement. Je suis co-directeur du Centre de biologie du vieillissement. Je suis accompagné par mon co-animateur et co-auteur Matthew Laplante. Salut, nous sommes de retour. Bienvenue, je suis content de vous revoir. Pareil pour moi. C'est le deuxième épisode. Nous allons parler de quand manger et aussi ce qu'il faut manger sur des périodes de 24 heures ainsi que sur une année. Non seulement pour maximiser votre bien-être et votre apparence, mais aussi pour maximiser votre longévité globale. Je vais également parler de certains de mes protocoles que j'ai développés au cours des 20 dernières années en tant que chercheur dans ce domaine, et de ce qui fonctionne pour moi, et de ce qui pourrait fonctionner pour vous aussi. Si vous avez manqué le premier épisode, ne vous inquiétez pas, nous allons couvrir les bases ici. Nous y abordons certains aspects fondamentaux de la biologie qui peuvent vous aider à comprendre ce dont nous allons parler aujourd'hui, même de manière plus détaillée. David, lorsque nous nous sommes assis ensemble il y a 3 ou 4 ans, nous avons commencé à préparer ce livre et j'ai dit « Écoutez, j'ai besoin que vous me donniez un point de départ. Quand nous parlons de conseils de santé, il y a tellement d'informations sur la santé qui circulent, donnez-moi juste un point de départ. » Et vous m'avez répondu immédiatement « Je connais une seule chose. La seule chose, alors commençons par là. » Exact. Aujourd'hui, nous commençons par... Roulement de tambour. Pour la longévité, le point de départ est... Manger moins souvent. Ces 3 mots, manger moins souvent. C'est la chose qui aura le plus d'impact sur votre longévité d'après tout ce dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Et cela ne veut pas dire manger moins de calories nécessairement. C'est possible. C'est bien, mais beaucoup de gens ont du mal à manger moins de calories. Eh bien, cela vient naturellement. Si vous vous contentez d'un repas par jour, ce qui est mon cas, vous perdez du poids et vous retrouvez votre corps de 20 ans, ce qui est un bonus appréciable. Mais ensuite, vous maintenez votre poids. Vous prenez un dîner plus copieux, ce que je fais pour m'assurer que je ne souffre pas de malnutrition. Car il ne s'agit pas de malnutrition ou d'inanition ici, mais d'accumuler des calories sur une période plus courte. En effet, le fait de concentrer ses repas sur une période plus courte signifie presque inévitablement que l'on consomme moins de calories. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas seulement d'une question de calories en moins, mais aussi de ce que le fait de manger moins souvent fait à l'intérieur de notre corps. C'est vrai, nous y reviendrons. Mais en réalité, il ne s'agit pas seulement de la période où l'on mange. C'est la période où l'on ne mange pas qui est si importante pour renforcer les défenses de l'organisme contre le vieillissement, afin de maximiser la longévité. Nous verrons comment cela fonctionne dans une minute. Mais il est toujours possible d'avoir de l'embonpoint et de jeûner tout en bénéficiant des avantages. Dans mon laboratoire, nous avons examiné des souris obèses et leur avons fait croire qu'elles étaient à jeun. Et elles vivent aussi longtemps qu'une souris maigre. Il s'agit donc de mettre le corps en état de défense. Quel que soit le poids, je dirais qu'il existe certains poids corporels optimaux et qu'il est clair que si vous avez un excès de poids, vous allez accélérer votre horloge du vieillissement. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les gens se disent « Oh, je suis en surpoids, je peux donc rester en surpoids. Tant que je jeûne un peu, tout ira bien. » Ce n'est pas ce que vous dites. Il existe certains poids corporels et le rapport tour de taille optimale pour les humains est d'environ 0,5 points. Mais oui, perdre du poids est utile et il ne s'agit pas de perdre du poids parce qu'on a honte envers qui que ce soit. Ce podcast traite de ce que dit la science et non de ce qui est socialement acceptable. Et il est vrai que si vous êtes plus maigre, vous vivrez plus longtemps. Il est également intéressant de noter qu'en mangeant moins souvent, vous perdrez du poids, comme je l'ai fait. J'ai perdu environ 8 kilos depuis le début de la pandémie. Et j'ai meilleure mine, je me sens mieux. C'est un effet secondaire agréable. Mais en fin de compte, ce que nous allons faire ici, c'est vous dire que ce sont des choses que vous devriez prendre en compte dans votre mode de vie. Nous allons vous aider à y parvenir et nous allons vous faciliter la tâche. Il y a des trucs qui facilitent les choses. Au bout du compte, vous aurez un mode de vie et, nous l'espérons, un corps qui vous permettront de vivre des dizaines d'années de plus. Nous avons promis dans le cadre de ce programme de nous en tenir à la science, de faire savoir aux gens quand la science provient d'études impliquant des animaux et quand la science provient d'études impliquant des êtres humains. La mise en garde est très importante. La plupart des recherches sur le jeûne ont été menées jusqu'à présent sur des organismes modèles. Mais ce que nous observons dans ces organismes modèles est assez universel.
C'est le cas, et le moyen le plus sûr d'allonger la durée de vie d'un animal ou même d'une cellule de levure est de restreindre sa consommation de calories. Commençons par là, parce que vous avez commencé votre carrière dans la levure. Vous étudiez toujours la levure, et l'une des grandes percées dans la compréhension de l'allongement de la durée de vie des levures a été réalisée dans votre laboratoire lorsque vous avez étudié ce qui se passe lorsque les levures sont soumises à une restriction calorique. C'est vrai, et c'était l'objectif. La raison pour laquelle je me suis lancée dans la recherche sur le vieillissement et pourquoi j'étais si optimiste quant à la possibilité d'avoir un impact important, c'est que nous savons que la restriction des calories fonctionne sur tout, de la levure à l'araignée, au poisson, au ver, au labrador. En 2002, il y a eu une grande étude qui a montré que vous pouviez allonger la durée de vie des labradors de 12 ans à 14 ans. Il s'agit d'une période de 1,8 ans et la seule différence a été une réduction de 25% des calories. C'est remarquable, oui. Je suis donc allée au MIT dans les années 90 en disant « Je veux comprendre comment tout cela fonctionne, comment un régime fonctionne-t-il ?» Et nous en sommes pratiquement là aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, la simple prise de compléments alimentaires n'est pas suffisante. Si vous ajoutez les compléments au régime, vous obtenez un effet double. Aujourd'hui, il s'agit de savoir comment maximiser quand et quoi manger. Et c'est vraiment important parce que, écoutez, tout le monde ne peut pas prendre de suppléments, tout le monde ne peut pas accéder aux suppléments. Nous allons parler de beaucoup de choses, y compris des choses que vous pouvez faire avec, vous savez, $10 dans votre poche, et des choses que vous pouvez faire avec $100 dans votre poche. Mais c'est quelque chose que vous pouvez faire avec ce que vous payez en ce moment pour la nourriture. Il n'est pas dit que vous dépensez moins en nourriture. C'est vrai, et les types d'aliments que nous allons recommander sont des aliments plutôt bon marché. Pour en revenir à la levure, je suis allée au MIT pour étudier ce petit champignon. Une cellule de levure que vous utilisez pour faire du pain, de la bière, elle est microscopique. Pour 10 d'entre elles, on peut les voir comme un petit point. C'est dire à quel point elles sont petites. Mais j'adorais les levures. Littéralement, je leur donnais un nom. Elles étaient des petits animaux de compagnie sous le microscope. Je les suivais tout au long de leur horrible vie. J'étais vraiment triste quand elles mouraient au bout d'une semaine parce que j'avais appris à les connaître. Je passais 16 heures par jour à les aider dans leur vie, à leur enlever leurs filles, et c'est ainsi que nous comptons. Si vous aimez quelque chose, vous ne devriez pas lui enlever ses enfants. Oui, c'est un peu n'importe quoi. C'est vrai, nous avons établi que si vous laissez les filles, malheureusement, il y en a environ 5 millions à la fin de l'expérience et il est impossible de retrouver la mère d'origine. C'est ce qui se passe. Ils se divisent et se multiplient indéfiniment. De façon exponentielle, oui. Il faut donc se débarrasser de ces filles. On ne les tue pas, on les éloigne. Mais ce que nous avons découvert, c'est qu'en réduisant la quantité de sucre dans l'assiette, c'est-à-dire en leur donnant 2% de glucose, cela leur permet de faire environ 25 divisions. Si vous réduisez cette quantité à 0,5% de glucose, c'est-à-dire à 25% de cette concentration, elles feront plus de 30 divisions. C'est vraiment génial, il suffit de changer les niveaux de glucose et nous verrons comment cela fonctionne chez l'homme de manière très similaire. Il est possible d'allonger la durée de vie. Ce que nous avons montré, c'est qu'il existe un ensemble de gènes qui contrôlent ce processus. Il ne s'agit pas seulement du glucose que retient la cellule. Il y a une voie génétique qui est déclenchée par le manque d'énergie. Ces gènes dont nous avons parlé dans le premier épisode sont appelés sirtuines. Ces gènes sont au nombre de 5 dans la levure et de 7 dans notre corps. Ils réagissent à la baisse d'énergie, mais aussi à d'autres facteurs de stress, tels que la chaleur, le manque d'acides aminés ou la forte teneur en sel. Les sirtuines sont activées par ce que nous appelons les effets hormétiques, c'est-à-dire que ce qui ne les tue pas les rend plus fortes. Et dans ce cas, une faible énergie a conduit à l'activation de ces enzymes. Elles se sont ensuite chargées de la réparation de l'ADN et de la stabilisation de l'épigénome. Il y a beaucoup d'informations là, reprenons cela. Commençons par les sirtuines. Ce qui se passe dans le cas de la levure ou de n'importe quel organisme dans ce cas, parce qu'il s'agit de mécanismes très similaires. C'est ce qui se passe avec les sirtuines lorsque la levure ou n'importe quel autre organisme modèle est soumis à une restriction calorique. Leur rôle est de prolonger la durée de vie. Ce qu'elles font dans la toute petite partie de la cellule, c'est qu'elles protègent l'ADN et veillent à ce que les gènes restent activés lorsqu'ils doivent l'être. Mais ce qui se passe pour stimuler leur activité pendant la restriction calorique, ce faible niveau de glucose, nous avons réussi à le comprendre au cours des 2 premières années où j'ai déménagé mon laboratoire à la Harvard Medical School. Nous avons découvert qu'un faible niveau d'énergie active un certain gène. Il a un nom, il s'appelle PNC1.
Nous avons un gène équivalent dans notre corps appelé NAMPT. En activant ce gène PNC1, la levure a pu activer les sirtuines parce que ce gène produit un carburant pour les sirtuines, le NAD. Et donc, dans notre corps aussi, lorsque nous avons faim, ces gènes s'activent pour produire plus de NAD, cette très petite molécule dont les sirtuines ont besoin comme carburant. Ensuite, elle assure la protection, elle répare l'ADN et stabilise l'épigénome. Et c'est en quelque sorte ce qui a conduit au booster de NAD. Et nous avons commencé à nous dire, oh eh bien, si nous pouvons booster le NAD et d'autres façons, et nous parlerons des boosters dans un autre épisode. Nous parlerons des boosters dans un autre épisode, mais il s'agit de simplement replacer cela dans la chronologie de cette révélation et de la raison pour laquelle tant de gens prennent aujourd'hui le RN-NMN. Nous avons trouvé deux façons d'activer les sirtuines de manière artificielle. La première consistait à utiliser la molécule de vin rouge, le resveratrol, ainsi que d'autres molécules végétales qui sont aujourd'hui utilisées sur le marché des compléments alimentaires. La seconde, qui est probablement encore plus populaire aujourd'hui, est le booster de NAD. Beaucoup de gens se dopent au NAD ou prennent des suppléments de précurseurs du NAD. Vous avez mentionné le NR, NMN, nous y reviendrons dans un autre épisode. Mais vous pouvez imiter un faible taux de glucose dans les cellules de levure en leur donnant ces boosters de NAD. Ou vous pouvez activer artificiellement ce gène PNC et alors elles vivent plus longtemps dans tous les cas. Et nous avons découvert que si nous supprimions ce gène sirtuine dans la levure, la restriction calorique dans la levure ne fonctionnait plus, ce qui nous a montré que ce n'était pas le glucose qui était mauvais pour vous, que le glucose ne vous faisait pas de mal, c'est que le faible taux de glucose active l'état de défense naturel de cette cellule dont nous avons hérité au cours des milliards d'années qui se sont écoulées depuis que nous nous sommes dispersés. Les gens vont juste retenir cette petite partie où vous dites simplement que le glucose n'est pas mauvais pour la santé, et ils joueront cela en boucle et ce sera génial. D'accord, le glucose est mauvais pour la santé, mais pas pour les raisons que l'on croit. Nous comprenons donc un peu mieux comment les sirtuines sont activées par le jeûne. Nous avons parlé de deux autres classes de gènes de longévité dans le premier épisode, mTOR et NMPK. Voulez-vous expliquer brièvement comment ces gènes sont influencés lorsque nous restreignons les calories en jeûnant? La première est mTOR, qui signifie Mammalian Target of Rapamycin, le médicament rapamycine, dont nous avons parlé un peu dans le premier épisode. Il s'agit d'un complexe protéique qui enregistre les acides aminés. Lorsque vous avez beaucoup de protéines, que vous mangez un gros steak, cela va activer ce complexe protéique mTOR qui permet à la cellule de construire des choses. C'est l'une des raisons pour lesquelles manger un steak permet de construire plus de muscles. Mais ce n'est pas une recette pour la longévité. Ce que nous savons d'après de nombreuses études animales, même dans la levure, si vous régulez l'activité de ce complexe protéique mTOR, vous obtenez une vie plus longue. Pourquoi? Parce qu'il active un processus appelé autophagie qui recycle les protéines. Ainsi, lorsque vous avez faim, l'autophagie récupère toutes les vieilles protéines, les met dans la poubelle de recyclage, puis les fait ressortir sous forme de protéines fraîches. Et cela semble être très important pour la longévité. En fait, il est suffisant d'inhiber mTOR et de stimuler l'autophagie pour prolonger la durée de vie des mouches de 30%. Ainsi, dans le cas du mTOR, nous commençons par le jeûne. Nous obtenons la longévité. Dans le cas des sirtuines, nous commençons par le jeûne. Nous obtenons la longévité. Dans le cas de l'AMPK, c'est la même chose. Exactement. Et dans ce cas, lorsque vous avez faim, l'AMPK augmente. AMPK, question, il s'agit d'une kinase activée par l'AMP. Il s'agit d'une enzyme qui réagit à un manque d'énergie. Ainsi, lorsque vous avez faim, vous produisez plus d'AMPK. L'une de ses principales fonctions est de produire plus de mitochondries. Nous perdons des mitochondries en vieillissant. Lorsque nous faisons de l'exercice, nous en produisons davantage. Il s'agit d'un moyen de stimuler artificiellement cette production. Eh bien, elles sont importantes pour métaboliser les aliments que vous mangez. Mais l'une de leurs principales fonctions est de produire de l'énergie. En activant l'AMPK, on se sent mieux, on a plus d'énergie et on lutte contre le vieillissement. Vous utilisez ici beaucoup les mots « vous allez ». Nous parlons ici et nous supposons que les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent sont des êtres humains. Mais il convient de noter que là encore, la plupart de ces recherches ont été menées sur des organismes modèles. Les études sur l'homme sont beaucoup plus difficiles. Nous en avons pour les humains, mais elles sont moins nombreuses et la plupart des échantillons sont beaucoup plus petits.
Oui, mais on en sait suffisamment sur la mTOR et la MPK pour tirer des conclusions assez solides, à savoir qu'elles sont également bénéfiques pour la santé humaine. Par exemple, Mais ce à quoi je veux en venir, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens entendent qu'il y a toutes ces études animales, que nous tirons toutes ces conclusions sur la base d'études animales. Et il n'y a pas beaucoup d'études humaines, mais les études humaines elles prennent beaucoup de temps et elles sont très coûteuses. bien sûr, mais jusqu'à ce que cela soit prouvé à 100%, beaucoup d'entre nous seront morts. Le fait est que nous allons donner aux gens l'information dans ce podcast et dans les notes, et nous allons fournir des références. Ils peuvent lire plus pour prendre des décisions éclairées sur l'opportunité d'essayer certains régimes, des modes de vie et même des médicaments et des suppléments. Les études sur le mTOR, la MPK et les sirtuins nous apprennent que les temps sont durs. Cela déclenche un changement métabolique vers une autre forme d'énergie. Et tout cela, pas tout cela, mais une grande partie de ce que nous savons des études animales, comme je l'ai déjà mentionné, la majorité de la recherche sur la durée de vie a été prolongée à partir d'organismes modèles, à partir d'animaux qui ne sont pas nous. Mais nous ne commençons pas seulement. Nous sommes dans un monde où nous faisons cette recherche sur les êtres humains également. C'est une période fascinante car nous avons deux mondes. D'une part, des études cliniques sont en cours, dont certaines auxquelles je participe avec les boosters de NAD à Harvard. Nous avons testé ces produits pendant 2 ans sur des humains avec un contrôle par placebo, un essai en double aveugle. C'est l'étalon or, n'est-ce pas? Comme la norme d'excellence, n'est-ce pas? Et ces essais sont publiés dans des revues scientifiques. Mais parce que les gens peuvent lire la littérature et entendre parler de certaines choses, il y a aussi le monde de l'auto-expérimentation dont une grande partie se trouve sur la côte ouest des États-Unis. On entend des choses qui sont anecdotiques, mais qui sont aussi des anecdotes intéressantes qui guident des essais cliniques. Nous vivons une période très intéressante où une partie de la population, disons 1% des États-Unis, n'attend pas la preuve que cela fonctionne. Mais je tiens à dire, avant de poursuivre, qu'il existe des preuves assez solides que la modulation de ces défenses dans le corps humain fonctionne également et devrait prolonger la longévité. Mais nous ne sommes pas simplement aveugles. Et vous savez, je ne suis pas fou d'expérimenter sur moi-même et sur mon père. Ce que nous savons en fait, c'est que les médicaments qui inhibent la mTOR, la rapamycine à faible dose et de manière intermittente, provoquent des changements biochimiques qui imitent le jeûne et provoquent la longévité. Certaines personnes prennent de la rapamycine, nous en reparlerons dans le 5e épisode, mais il y a aussi la metformine, qui est un médicament contre le diabète et qui active la MPK. En examinant des dizaines de milliers de personnes qui prennent de la metformine pour traiter le diabète de type 2, on a constaté qu'elle ralentissait l'apparition non seulement du diabète, mais aussi d'autres maladies liées au vieillissement. L'ensemble de ces faits me convainc que le jeûne et les médicaments qui imitent le jeûne seront importants pour la santé à long terme, mais aussi pour le bien-être de votre corps aujourd'hui. C'est une autre façon de connaître cette autre forme de preuve dont nous n'avons pas encore parlé et que je pense qu'il est important d'évoquer ici. Vous savez, il y a les études en double aveugle contrôlées par placebo qui sont en cours actuellement et qui montrent, vous savez, l'impact du jeûne sur la longévité. Il y a, comme vous l'avez dit, les études expérimentales vraiment intéressantes comme « Waouh, ce type a l'air vraiment bien. Il a jeûné, c'est vrai. » Mais il y a aussi ces grandes populations et ces sous-groupes de populations à travers le monde qui jeûnent dans le cadre de la tradition et de la culture depuis des centaines de milliers d'années. Il y a d'assez bonnes preuves de la part de ces groupes également. C'est vrai, citons-en quelques-uns. En Inde, c'est probablement le groupe le mieux étudié. Il est scientifiquement prouvé que c'est la religion qui compte le plus grand nombre de personnes âgées de plus de 70 ans et en bonne santé. Que n'importe quel autre groupe en Inde. Mais beaucoup de gens en Inde sont végétariens. Les jaïns sont souvent aussi végétariens. Oui, nous reviendrons sur le régime végétarien et sur ce que dit la science à ce sujet par rapport à un régime à base de viande. Mais il y a d'autres religions que les chrétiens qui jeûnent. Il y a le ramadan pour les musulmans. Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il ne s'agit pas de simples pratiques religieuses. Il est clair que l'humanité a compris que l'on se sent mieux, que l'on a meilleure mine. En fin de compte, vous résistez même aux maladies et cela pourrait même vous aider à les guérir si vous traversez ces périodes où vous avez faim, ou du moins où vous n'avez pas de nourriture dans votre ventre. Pourquoi ? Parce que cela active les 3 défenses de longévité que nous venons de mentionner.
Passons maintenant à ces études très intéressantes qui sont en quelque sorte des études de référence. L'une d'entre elles a été réalisée par le Baylor College of Medicine sous la direction d'Ace Mindikoglu l'année dernière et a montré que le fait de jeûner de l'aube au coucher du soleil pendant 4 semaines améliorait la tension artérielle, réduisait l'IMC, diminuait le tour de taille, ce qui est la partie importante. Je veux dire, tout ce qui est important, c'est la régulation des protéines de réparation de l'ADN. C'est ce que nous avons vu sur tous ces organismes modèles. Oui, des dizaines d'études montrent que les périodes de jeûne sont bénéfiques pour les personnes obèses, non seulement parce qu'elles perdent du poids, mais aussi parce qu'elles activent des défenses de leur organisme, qu'elles deviennent plus sensibles à l'insuline et que leur taux de glucose diminue. Un certain nombre d'études montrent également que les personnes ayant un poids normal, comme moi, peuvent bénéficier du jeûne. Elles figurent toutes dans les notes de présentation si quelqu'un veut les consulter. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que certaines maladies, le diabète de type 1, la sclérose en plaques, même le cancer, ces maladies semblent également bénéficier du jeûne, y compris lorsque vous combinez la chimiothérapie avec le jeûne. Et vous obtenez ce double bénéfice pour de nombreux types de cancers. Un certain nombre de médecins prescrivent la metformine aux patients atteints de cancer de la prostate, car de plus en plus d'études montrent que ces molécules qui imitent le jeûne ou des combinaisons des deux vous aideront à vaincre le cancer. Et pour vous, lorsque vous voyez un tas de maladies différentes affectées, vous ne pensez pas que ce qui se passe, c'est que chacune de ces maladies individuelles est jouée? Vous ne pensez pas que ce qui se passe, c'est que chacune de ces maladies individuelles est influencée? Oui, plus précisément, ces 3 composants de défense dans la cellule prennent soin du corps, non seulement pour le vieillissement, mais aussi pour lutter contre les maladies chez les jeunes, les personnes d'âge moyen, les maladies génétiques et même les maladies auxquelles on ne pense pas forcément, comme la dégénérescence maculaire, dont il a été montré que le jeûne ralentissait, même inversait le cours. Jusqu'à présent, nous avons parlé de jeûne et de restrictions caloriques. Mais nous n'avons pas parlé de ce que cela signifie réellement. Parce que il y a beaucoup de choses. Je veux dire, si quelqu'un va consulter Internet maintenant, il va se dire « Comment dois-je jeûner ?» Il va recevoir 1000 recommandations différentes. C'est vraiment déroutant. Vous voulez parler de ces régimes de jeûne? Bien sûr, et nous en avons parlé dans notre livre. C'est donc aussi une référence. Tous les jours, des gens me posent des questions. Comment dois-je faire pour jeûner? Et ma première réponse est, eh bien, vous êtes un individu, vous avez votre propre style de vie, une tolérance différente à la douleur et à la faim. Vous êtes une femme ou un homme, vous avez un microbiote différent. Ce sont des éléments très importants à prendre en considération lorsque nous faisons des recommandations. Ce que nous disons, c'est que vous pouvez essayer ceci, si cela ne fonctionne pas pour vous, essayez autre chose. Mais aussi, pour parler de l'un de nos sponsors, Inside Tracker. J'utilise Inside Tracker parce qu'il ne s'agit pas seulement de savoir si je me sens mieux aujourd'hui. Nous devons en fait mesurer des choses, avoir un tableau de bord pour nos corps, pour savoir si ce que nous faisons, que ce soit de l'exercice ou dans ce cas un régime alimentaire, ou le moment où vous mangez fonctionne pour vous. C'est la raison pour laquelle j'ai dû optimiser mon alimentation au cours des 20 dernières années, voire des 30 dernières années. Je ne me contente pas de deviner, je mesure réellement. C'est un peu fou que la façon dont nous avons testé si ces différents régimes alimentaires fonctionnent ou non pour nous, c'est de se demander si l'on se sent mieux. Est-ce que je ne me sens pas mieux? C'est tellement vague. C'est vraiment nébuleux. On ne conduirait pas une voiture sans tableau de bord. Pourquoi faire de même pour notre corps qui est encore plus important? Oui, les mauvaises habitudes. Oui, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous faisons. Oui, eh bien, c'est pour ça que j'ai un pilote automatique. Je conduis un peu comme un dingue et je fais ça avec mon corps aussi. C'est une expérience. Mais passons en revue les régimes. Walter Longo, un de mes collègues de l'UCLA, est un partisan de ce régime qui réduit l'activité de mTOR. Il est pauvre en acides aminés ramifiés que j'ai déjà mentionné. D'accord. Et s'agit-il d'un régime qui ressemble au jeûne, ou est-ce qu'il comprend des périodes où l'on n'absorbe aucune calorie? C'est les deux, mais vous n'avez pas besoin d'être aussi rigoureux sur la période pendant laquelle la nourriture elle-même sera consommée. La nourriture elle-même est transformée par le corps de telle sorte que le corps se dit « j'ai besoin d'un peu plus, j'ai besoin d'un peu plus ». Oui, vous voulez que le corps soit dans un état d'adversité ressenti. « Oh mon Dieu, je n'ai plus rien à manger, je ne mange plus de viande ».
Parce que les plantes ont moins d'acides aminés et répondent à ce faible apport d'acides aminés. Walter et son groupe ont réalisé d'excellents travaux au cours des dernières années et ont démontré qu'un régime imitant le jeûne, qu'on peut adapter à domicile, aide les patients cancéreux à survivre et à se rétablir et à se remettre plus rapidement de la chimiothérapie. Encore une fois, une preuve supplémentaire que le jeûne est bon, non seulement pour la longévité, mais aussi pour les maladies. Voilà pour le premier point. Parlons maintenant de ce que beaucoup de gens appellent le jeûne intermittent, que nous appellerons simplement le jeûne. On parle de périodes. Ça peut être un jour, certains font 3 jours, d'autres une semaine. Je ne dépasserai pas cette durée car vous commenceriez alors à ronger vos muscles, ce que vous ne voulez pas faire. Mais ces périodes longues et prolongées nettoient le corps en profondeur et activent l'autophagie. Ce processus de recyclage des protéines en profondeur, en particulier lorsque vous dépassez les 3 jours, votre métabolisme passe à ce que l'on appelle l'autophagie médiée par les chaperones. Ce nettoyage en profondeur est donc le jeûne. Et puis il y a l'alimentation limitée dans le temps, ce que je fais parce que je ne suis pas très douée pour dépasser les 24 heures. Eh bien, je pense que la plupart des gens auraient vraiment du mal à y arriver. Oui, l'alimentation limitée dans le temps, et c'est ce que je fais, c'est-à-dire essayer de ne pas manger jusqu'au dîner. C'est déjà assez difficile et je tire mon chapeau à des gens comme Peter Attia, le médecin du podcast, dont beaucoup de téléspectateurs l'ont entendu dire qu'il pouvait tenir une semaine. Il a beaucoup de volonté. Si vous l'avez déjà rencontré, il est différent de moi. Je suis plus hédoniste, mais lui... Est-ce qu'il est plus grincheux à la fin de la semaine qu'au début de la semaine ? Il est toujours sérieux, c'est ce que je peux vous dire, mais il est brillant. Mais revenons à cette alimentation limitée dans le temps. Il faut au moins 16 heures sans manger ou très peu. Ensuite, vous pouvez aussi avoir 8 heures. Mais en général, cela signifie que vous déjeunez tard, que vous sautez le petit déjeuner ou que vous préférez sauter le dîner. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une période de sommeil pendant laquelle vous ne mangez pas. Et donc... Oui, c'est la partie la plus facile. Ce qu'on fait vraiment, c'est qu'on ajoute des heures à ce qui précède et des heures à ce qui suit. Alors les gens disent, si je saute le déjeuner, ça n'est pas très bénéfique. Ce que j'ai fait dans ma vie, c'est de me prendre comme exemple, comme un être humain moyen. Je suis plutôt paresseux et je ne suis pas très motivé. Je préfère prendre une pilule, ce qui n'est pas la bonne chose à faire. Au début de ma vie, je n'ai pas pris de petit déjeuner. Et c'est à peu près ce que je fais depuis mon adolescence. Pour moi, ça marche parce que je n'ai pas vraiment faim le matin. Je prends une tasse de thé ou une tasse de café, et je continue à le faire d'ailleurs. Un peu de yaourt pour mélanger mes compléments, pour les dissoudre. Et vous ne prenez pas de yaourt. En fait, je vous ai vu faire cela. La quantité de yaourt que vous mettez dans votre petit bol est vraiment minime. C'est juste pour manger votre... 2 cuillères, c'est tout. Et c'est brûlant en 15 minutes. Ce n'est donc pas un problème pour le reste de la journée. Et j'essaie de ne pas manger du tout jusqu'au dîner. Ensuite, j'ai un dîner très agréable et copieux, mais il s'agit d'un certain type de nourriture. Nous en reparlerons plus tard. Mais cela donne à mon corps une longue fenêtre, plus de 20 heures, sans circulation de glucose en provenance de l'extérieur. Que se passe-t-il lorsque l'on fait cela ? Il faut quelques semaines à l'organisme pour s'adapter, car le foie apprend à compenser le manque de nourriture. C'est ce qu'on appelle la gluconéogénèse, c'est-à-dire la production de glucose par le foie. Cette technique permet de surmonter la sensation de faim. Lorsque vous sautez le petit déjeuner et le déjeuner pour la première fois, vous allez avoir faim. Vous allez être nerveux et vous allez vous dire « Je ne peux pas faire ça, Sinclair est idiot ». C'est la raison pour laquelle les gens échouent, parce qu'ils se heurtent à cette situation et pensent que c'est ainsi que la vie va se dérouler pour le reste du temps où je suis ce régime. Oui, mais faites-le pendant au moins 2 semaines, car après 2 semaines et surtout après 3 semaines, votre foie a appris que vous n'allez pas prendre de petit déjeuner ou de déjeuner et il va commencer à produire du glucose à un niveau stable. C'est très important parce qu'on sait que ces pics de glucose provoquent la faim lorsque le foie s'effondre après un repas copieux, mais aussi que lorsqu'on a faim, on mange. Et vous êtes donc dans cette onde de faim, d'appétit, de faim. Est-ce que vous pensez que les gens devraient passer à la vitesse supérieure, selon l'usage, ne pas prendre de petit déjeuner et de déjeuner pendant 2 semaines, mais devraient-ils passer à la vitesse supérieure, en prenant d'abord un petit déjeuner et en laissant leur foie s'habituer? Eh bien, je sauterai un repas, puis j'en prendrai 2. Vous ne pouvez pas faire le tout. La plupart des gens échoueront, mais il faut essayer d'éviter ce dont je viens de parler et qui s'appelle l'hypoglycémie réactive. Si vous mangez un morceau de pain grillé au petit déjeuner ou Dieu vous en préserve un énorme verre de jus d'orange, vous aurez un pic de sucre et vous vous sentirez bien.
Mais votre corps produira alors trop d'insuline et aspirera le glucose de votre circulation sanguine, ce qui vous placera en déficit de glucose, et c'est l'hypoglycémie. Ensuite, vous avez faim. La gréline est libérée dans votre corps, vous avez faim et vous avez besoin de manger quelque chose. J'en suis maintenant à un stade où je n'ai plus ces hausses et ces baisses de régime. Mon foie produit du glucose depuis le réveil jusqu'au dîner, et je n'ai jamais été aussi concentrée. Je n'ai plus la tête embrumée parce que ces baisses de régime, ce qu'elles font, c'est que vous vous sentez fébrile ou fatigué et que vous avez la tête embrumée. J'aurais aimé faire cela dans ma vingtaine et le faire dans toute ma vie parce que je ne me suis jamais sentie aussi bien grâce à cela. Nous pouvons en fait mesurer cela aujourd'hui avec des moniteurs de glucose en continu. Et c'est une publicité éhontée pour l'un de nos sponsors. Je n'ai pas créé intentionnellement ce moment pour une publicité éhontée, mais nous pouvons le faire. Oui, eh bien, alors parlons-en parce qu'ils rendent ce podcast gratuit. Les appareils de mesure de la glycémie que l'on colle sur le bras mesurent le taux de glucose et j'en ai utilisé un. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a certains aliments qui font grimper mon taux de sucre à un niveau très élevé, puis qui me font dégringoler. Il est très clair que lorsque je me sens nerveux et affamé, je suis dans cet état d'hypoglycémie qui survient après un repas copieux, ou même un morceau de pain grillé ou un sandwich. C'est très important, car vous apprendrez alors ce à quoi votre microbiome et votre corps réagissent bien ou non. En ce qui me concerne, j'ai été surpris de constater que le riz blanc, le pain grillé et les raisins étaient vraiment mauvais, alors que les pommes de terre ne l'étaient pas tant que ça. J'ai donc optimisé mon alimentation pour ne plus avoir ces périodes, même après le dîner, où je me sens mal. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Comme vous l'avez dit plus tôt, nous avons des styles de vie différents, nous avons des gènes différents. Les travaux de Jim Nelson sont très instructifs à ce sujet. Oui, c'est vrai. Jim a donc réalisé une étude importante sur les souris, encore une fois, pas sur les humains, mais cela nous montre que la génétique est importante. Car il a pris des souches de souris très similaires, des souches de certaines appelées Black Six et d'autres White One. Il les a croisées pour obtenir une diversité génétique, une colonie d'environ 100 types de souris différentes, et les a soumises au protocole standard de restriction calorique qui, selon la réglementation, était proche de 35% de ce qu'une souris mangerait si elle était nourrie en permanence. Environ la moitié des souches de souris vivent plus longtemps et environ un tiers des autres vivent moins longtemps. Ce fut un choc car nous pensions que la restriction calorique fonctionnait toujours. Ce n'est pas vrai. Cela peut dépendre de votre génétique. Nous avons appris que certaines souches de souris, et probablement des humains aussi, sont beaucoup plus sensibles à ce régime, à ce type de régime. Il est donc préférable d'en faire un peu moins que les autres. Et vous ne pouvez le savoir que si vous l'essayez sur vous et que vous mesurez les choses. J'aime l'idée que nous sommes tous des sortes de rats de laboratoire qui essayent des choses en ce moment. Eh bien, je suis critiquée par certains médecins qui disent qu'on n'est pas censé faire des expériences sur soi-même. Certains disent même qu'on ne devrait pas avoir le droit d'utiliser des moniteurs de glucose en continu. Comment osez-vous mesurer votre corps? Mais à mon avis, nous devrions interdire les pèse-personnes si nous n'avons pas le droit de mesurer notre corps. J'adore le fait que vous fassiez ça parce que je vais vous laisser l'expérimenter avant moi et je vais attendre de voir ce qui fonctionne vraiment et ce qui ne fonctionne pas vraiment. Et cela sera un point de départ. Et c'est un peu comme ce que vous avez fait, je veux dire, ce que vous faites depuis très longtemps. Et vous avez été très transparent avec les gens en disant, voilà ce que je fais et voici ce que je fais en ce moment. Et tout cela n'a pas été constant pendant 20 ou 30 ans. Parfois on commence et on arrête des choses aussi parce que ça marche et parfois ça ne marche pas. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Je ne parle pas de mes erreurs autant que je le devrais, mais il m'est arrivé de manger des mauvaises choses et de trop en manger et de prendre du poids. Et mes résultats sur Inside Tracker étaient horribles. Avez-vous déjà fait des erreurs en jeûnant, par exemple, en ce qui concerne le jeûne lui-même, parce que vous avez essayé différents types de graisses dont l'une n'a pas vraiment... Eh bien, ils ont tous été bénéfiques. Sauter le petit déjeuner était une bonne chose. Je pense que ce qui m'a causé des problèmes, c'est quand j'ai essayé de le faire sans préparation. Alors j'ai dit, d'accord, je vais sauter le déjeuner et aller au dîner. Je ne savais pas comment faire et je n'étais pas dans le bon état d'esprit. J'ai dû abandonner plusieurs fois. J'ai passé des années à essayer de le faire. Je n'ai jamais pu me débarrasser de mes poignées d'amour. Et cette dernière fois qui a fonctionné pour moi, c'est parce que j'ai trouvé une astuce. Et ce truc, je ne vais pas vous le dire. Allez, je vais vous le dire. Le truc, c'est qu'il faut, pour moi, remplir mon corps de liquide. Du café, du thé, de l'eau chaude, tout au long de la journée. Le fait d'être hydraté et rempli de liquide supprime toute sensation de faim. Si vous avez vraiment besoin de manger quelque chose, un peu de protéines est réputé pour faire disparaître rapidement la sensation de faim. Mon ami le cardiologue John Day dit à ses patients lorsqu'il travaille avec eux,
Écoutez, si vous devez manger, commencez par une poignée de noix et attendez 20 minutes après cela. Vous n'aurez pas faim au bout de 20 minutes. Il y a donc une histoire intéressante sur le rôle des protéines et de la faim. Elle a été découverte pour la première fois par un de mes amis, Stephen Simpson, en Australie. Il étudiait les criquets et il a découvert que ce qui transforme un criquet en essaim, c'est le manque de protéines. Et quand ils manquent de protéines, ils deviennent dingues. Et les criquets ont faim. Et ils commencent à se manger les uns les autres, c'est vraiment... Et tout ce qu'ils voient. Oui, et nous le constatons même chez les souris soumises à un régime pauvre en protéines. Elles deviennent très folles et s'attaquent même les unes aux autres. Il ne faut donc pas être trop pauvre en quoi que ce soit. Mais pour en revenir à ce qui fonctionne vraiment pour moi, je me suis entraînée à produire suffisamment de sucre pour ne plus avoir faim. Et si c'est le cas, je continue à boire des liquides. Et si j'ai vraiment faim, je grignote des noix. Et cela pour moi a très bien fonctionné. J'ai retrouvé mon corps d'il y a 20 ans pour la première fois de ma vie. Et je ne reviendrai jamais en arrière. Tous ceux qui commencent à avoir faim au début. Bien sûr. Ce n'est pas facile, je ne dis pas que cela sera facile, mais en fait, ça en vaut la peine. Il y a un point important à souligner ici. Nous l'avons en quelque sorte abordé au début, mais je pense qu'il faut y revenir parce que c'est très important, car nous ne parlons pas de famine. Nous parlons de jeûne intermittent avec une nutrition adéquate, et les parties adéquates sont vraiment importantes. Oui, donc l'acronyme serait IFAN, d'accord. C'est une marque déposée, IFAN, qui est un nouveau type de régime. Au fait, le jeûne intermittent que j'ai appris il y a un mois est le régime le plus populaire aux États-Unis. Nous en parlons dans le livre. C'est bien pour quelque chose. Mais il est important d'ajouter le AN à la fin, parce que lorsque nous avons besoin d'une nutrition adéquate, et notre sponsor qui est Athletic Green, et c'est la raison pour laquelle je prends cette boisson, Athletic Green. Vous êtes vraiment doué pour les intégrer. Eh bien, ils sont importants pour nous, mais ce qui est important, c'est qu'une nutrition adéquate est nécessaire, sinon vous allez vous faire plus de mal que de bien. Lorsque je prends Athletic Green le matin, je sais que j'obtiens tous les nutriments que je n'obtiendrai peut-être pas au cours de la journée. Maintenant que nous avons en quelque sorte préparé le terrain pour savoir à quel moment, ce qui est très important, nous devons quand même reconnaître qu'il faut à un moment manger. Vous allez le faire si vous pratiquez le jeûne intermittent. Si vous passez 20 heures sans manger, vous allez prendre un petit déjeuner ou un dîner. Donc oui, il y aura quelque chose dans votre assiette. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans votre assiette. C'est ce que nous devrions manger quand nous mangeons. Et c'est ce dont il est question dans la prochaine moitié de cet épisode. La meilleure façon de commencer est peut-être de parler de ce qu'il ne faut surtout pas faire, ou de ce qu'il ne faut pas faire. Il devrait y en avoir beaucoup moins dans l'assiette. Le grand tueur, c'est le sucre, le glucose, et en particulier le fructose, qui est également pernicieux. Si vous donnez aux animaux beaucoup de glucose et surtout de fructose, ils développeront une maladie du foie, du diabète, et c'est vraiment mauvais. Et celle-ci n'est absolument pas controversée, n'est-ce pas? On va parler de la viande tout à l'heure, et les gens vont être très remontés. Mais si vous dites que le grand tueur, c'est le sucre, il n'y a pas un groupe de gens qui vont venir nous chasser en disant que le sucre, c'est mauvais. C'est le cas, et... Pourquoi? Pourquoi? Il y a deux raisons pour lesquelles le glucose est mauvais lorsqu'il monte en flèche. Il y en a trois si l'on inclut le brouillard cérébral, mais parlons simplement de physiologie. La première est que le glucose s'attache aux protéines, ce qui les fait se coller. Pensez-y comme à des parties du corps caramélisées, ce qui finira par réduire votre longévité, vous donnera un diabète de type 2 et probablement des maladies cardiovasculaires en plus de cela. Il s'agit donc de maintenir le taux de glucose à un niveau bas. Mais aussi, ce que le glucose va faire à des niveaux élevés, c'est étendre des mécanismes de protection. Rappelez-vous, en particulier l'AMPK dans les sirtuines. Ils sont désactivés par le sucre. Ainsi, en maintenant ce niveau élevé pendant la majeure partie de la journée, si vous prenez 3 repas, plus des collations, vos défenses contre les maladies et le vieillissement vont fonctionner au minimum. Il est donc préférable de maintenir le taux de glucose à un niveau bas et constant. Vous n'aurez pas de brouillard cérébral, vous aurez moins de protéines modifiées, enfin, vous stimulerez les défenses naturelles de votre corps contre les maladies et le vieillissement. Bon, première étape, les sucres. Débarrassons-nous des sucres. Oui, à ce propos, j'ai renoncé au dessert à l'âge de 40 ans, même s'il m'arrive d'en voler et que cela ne compte pas si vous en volez, n'est-ce pas? Non, je pense qu'il y a une petite poche spéciale dans laquelle il va et qui ne compte pas pour l'individu. Oui, c'est invisible. Voilà ce qu'il faut retenir.
Vous pouvez arrêter quelque chose, mais vous n'avez pas besoin d'être draconien à ce sujet. J'aime toujours voler quelques boules de glace si j'en vois, mais je ne vais pas manger un énorme bol de glace tous les soirs. C'est un moyen rapide de réduire la durée de vie. Non, pas du tout. Souvent, lorsque je donne des conférences lors des dîners, les gens sautent le dessert après que j'ai parlé. Je me sens mal à l'aise. Vous vous souvenez qu'on parlait de faire une expérience où on aurait une conversation autour d'une table avec des gens, puis on demanderait au serveur de venir avec un gâteau d'anniversaire ou quelque chose comme ça. On devrait faire ça. Mais oui, le glucose est une mauvaise chose, une autre chose à éviter. Une autre chose à éviter, c'est l'hyperprotéinémie. Parce que mTOR peut être activé, mais il ne faut pas l'activer tout le temps, parce que cela ne va pas activer l'autophagie, les défenses pour recycler les protéines. Cela va en rebuter plus d'un. Oh oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les régimes carnivores sont les meilleurs pour la longévité. Et pour certaines personnes, une grande quantité de protéines aminées est appropriée. Bien sûr, si vous êtes un athlète ou si vous voulez prendre du poids, il y a des gains à court terme. Vous vous sentirez mieux si vous mangez de la viande. Vous aurez évidemment les protéines nécessaires pour élaborer vos muscles. Mais nous pouvons passer en revue les preuves. Lorsque vous regardez les populations, ce qu'elles mangent et combien de temps elles vivent, ainsi que les effets à court terme d'un régime riche en protéines carnivores à base de viande rouge. Ces changements seront bénéfiques à court terme, mais à long terme, il n'y a aucune preuve. Et je dirais même qu'il y a des preuves pour dire que ça n'est pas bon pour la longévité, et si c'est votre objectif. Et cela est dû à l'inhibition de TOR. En grande partie, oui, les sirtuines sont également désactivées par un taux élevé de protéines. Les protéines aminées sont donc importantes. Nous devons en avoir. Si nous n'en avons pas, nous mourrons. Mais on peut trouver des protéines aminées aussi bien dans les plantes que dans les animaux. Oui, c'est vrai. Et c'est amusant quand je dis que je suis devenu végétarien récemment, ce qui est un fait. Où allez-vous trouver vos protéines? Oui, et d'où viennent les protéines? Mais de quoi croyez-vous que les plantes sont faites? Elles sont également composées en grande partie de protéines, mais elles ne sont pas aussi biodisponibles. On obtient donc 2/3 de la quantité que l'on obtiendrait avec un steak. Bien super, je veux que mon corps travaille plus fort. C'est bon pour lui, ça brûle de l'énergie. Il active aussi ses défenses, comme nous l'avons mentionné. Je suis donc en train d'essayer un régime végétarien complet. Je ne suis pas encore végétalien, mais cela fonctionne probablement encore mieux pour la longévité, comme le dira la science. Comment cela fonctionne-t-il pour vous? Vous vous sentez bien? La viande vous manque-t-elle? Oui, la viande me manque. J'adore la viande. Je pense que la viande a beaucoup de goût, mais j'ai de plus en plus tendance à apprécier les légumes. Nous commençons à parler des régimes végétariens et des régimes à base de plantes. Nous allons parler de ces différents choix dans une minute, mais j'aimerais revenir un instant sur ce qui se passe à l'intérieur de notre corps lorsque je mange encore de la viande. Je ne vous ai pas encore suivi dans cette voie, j'adore les steaks. Quand je mets un steak dans mon assiette et que je le mange, que se passe-t-il? Que font ces protéines? Avant d'extraire les protéines de la viande, il faut la digérer. La première étape est donc la décomposition de la viande en acides aminés par l'acide de l'estomac. Ensuite, les microbiomes peuvent en utiliser une grande partie. Ces acides aminés passent ensuite dans le sang. Ces acides aminés circulent dans votre corps. 3 d'entre eux sont particulièrement importants à connaître. Il s'agit de la leucine, de l'isoleucine et de la valine, également connue sous le nom d'acide aminé à chaîne ramifiée. Ils sont utilisés par l'organisme pour détecter l'apport en protéines. Le capteur est le complexe protéique dont nous avons parlé, appelé mTOR. Lorsqu'il y a beaucoup de ces 3 acides aminés à chaîne ramifiée, en particulier de la leucine, il est activé. Le rôle de mTOR est de dire « Waouh, j'ai beaucoup d'acides aminés, élaborons des muscles, réparons les cellules ». C'est pourquoi vous vous sentez bien si vous mangez de la viande rouge et que votre microbiome peut le supporter. Oui, je me sens bien, j'ai l'impression de pouvoir me battre comme un lion. Oui, vous devrez peut-être vous battre avec un lion pour l'obtenir. Mais ce qui se passe en réalité et qui est délétère à long terme, c'est que mTOR peut faire quelque chose d'encore mieux pour votre longévité que d'élaborer de nouveaux muscles. Il peut en fait activer ce programme de recyclage appelé l'autophagie. Et c'est très clair, il n'y a pas de débat sur la question de savoir si l'autophagie est bonne ou mauvaise pour vous. Elle est définitivement bonne. Je pense donc que les gens pourraient manger de la viande s'ils le souhaitent, mais essayer de se concentrer sur des aliments d'origine végétale plus souvent, de sorte qu'il y ait des périodes
période pendant la semaine où il n'y a pas autant de molécules de leucine, isoleucine, valine qui flottent dans votre corps. Vous avez ainsi la possibilité de recycler les protéines dans le cadre de la régulation négative de mTOR. Pourquoi voulez-vous recycler les protéines? Vous vous dites peut-être que le recyclage des protéines n'a pas d'importance. La maladie d'Alzheimer est un bon exemple de protéines modifiées qui s'accumulent dans le cerveau. Et ce n'est pas seulement le cas dans le cerveau, mais dans tous les tissus. Nous avons ces vieilles protéines qui s'attardent, ce qui nous fait vieillir et nous empêche de fonctionner correctement. Mais c'est réversible, et c'est réversible par le jeûne. C'est également réversible en ayant de faibles niveaux d'acides aminés ramifiés, au moins une partie de la semaine. Parlons de ces régimes à base de plantes. Il y a beaucoup de régimes végétaliens. Vous avez dit que pour beaucoup de gens, c'est probablement l'étalon or. Mais beaucoup de ces régimes à base de plantes contiennent un peu de viande. Il y a le régime méditerranéen, le régime d'Okinawa. Lacto-ovo-végétarisme. D'accord. Le régime lacto-ovo-végétarien, avez-vous quelque chose à dire à ce sujet? Ou pouvons-nous en parler comme d'une sorte de parapluie, comme le Blue Zone Diet? Oui, eh bien, nous parlerons des zones bleues dans une minute. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu une grande étude menée par l'Adventist Health Group en 2013. Parlons-en, parce que ce qu'ils ont calculé, c'est le risque de mourir en fonction des différents régimes alimentaires. L'étude est sur des milliers de personnes, et ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'on appelle le rapport de risque, qui diminue plus on est végétarien ou végétalien, ce qui signifie que le risque de mourir diminue. Le chiffre va de 0 à 1. Le chiffre 1 signifie que vous avez de fortes chances de mourir rapidement, tandis qu'un chiffre faible, qui se situe autour de 0,8, signifie que vous avez 20% de chances en moins de mourir rapidement selon cette étude. Les chiffres sont donc les suivants. Les non-végétariens sont à 1. Le meilleur qui suit étant les semi-végétariens avec 0,92 et ensuite les lacto-végétariens 0,91. Il s'agit donc d'une réduction de près de 10% de la mortalité. Ensuite, on trouve les végétaliens avec 0,85, soit une réduction de 15% de la mortalité. Et enfin, le meilleur est le végétarien pesco. Donc un peu de poisson. Oui, un peu de viande de poisson, probablement les huiles de poisson qui sont bénéfiques. Et à ce moment-là, on arrive à 0,81. Cela représente donc une réduction de 19% du risque de décès à un moment donné de la vie. D'accord. Il s'agit de la mortalité, toutes causes confondues. Mais nous pouvons également constater ce phénomène dans le vieillissement biologique. Car nous disposons maintenant d'horloges que nous pouvons utiliser pour mesurer notre âge biologique. Et certaines études montrent que ces régimes réduisent effectivement le vieillissement biologique. C'est vrai, et il y en a plusieurs. Il y a une étude d'1 an portant sur un régime essentiellement végétarien. Mais celle qui me semble vraiment passionnante est une étude qui vient d'être publiée il y a quelques mois et qui porte sur des femmes qui ont suivi le régime méditerranéen avec exercice pendant 2 ans. Ils ont pu calculer ce qu'il advient de votre âge biologique au cours de ces 2 années après avoir changé de régime. Les auteurs ont formulé diverses recommandations. Il s'agit d'un régime typiquement méditerranéen. Alors, il faut limiter l'alcool. Si vous buvez un peu de vin rouge, c'est très bien. Un peu de poisson. N'utilisez que des huiles d'olive comme matière grasse et privilégier les végétaux. C'est leur mode de vie et l'exercice consistait à faire de la marche et des petites séances d'haltérophilie. C'est l'étude Fourier? Oui, c'est ça. Ce qui est intéressant dans cette étude, du moins pour moi, c'est qu'elle a été réalisée dans le laboratoire de Giovanna Masala, à l'Institut du cancer en Italie. Pourquoi les personnes dont la responsabilité première est d'étudier le cancer s'intéressent-elles au vieillissement? Cela nous ramène à ce que vous dites depuis le début, à savoir que si nous parvenons à réduire le vieillissement biologique des personnes, nous pourrons stopper les maladies là où elles se déclarent. C'est tout à fait exact. Ces maladies que nous pensons être des maladies sont principalement causées par le vieillissement lui-même. Il est désormais prouvé que le fait de ralentir l'horloge en jeûnant ou en mangeant les bons aliments, le régime méditerranéen, permet non seulement de ralentir le tic-tac de l'horloge, mais aussi d'inverser le cours de l'âge. C'est un concept époustouflant. Il faut y réfléchir un instant. Il est possible d'inverser son âge biologique en modifiant son régime alimentaire. L'un des régimes qui fonctionne bien et dont je sais que vous êtes un grand fan est le régime d'Okinawa. Vous avez suivi ce régime pendant un certain temps, n'est-ce pas?
Oui, c'est vrai, les frères Wilcox ont écrit un livre dans les années 2000 que j'ai adoré. C'est surtout un régime à base de glucides. Il y a donc une bonne quantité de riz, mais j'aurais probablement dû manger un peu de riz complet, car le riz blanc fait grimper le taux de glucose en flèche. Mais je mangeais surtout des légumes chinois ou japonais que je trouvais au marché local. Ils sont donc biologiques, frais, verts, pleins de vitamines et de soja. Il s'agissait essentiellement d'un régime à base de soja végétal et d'un peu de poisson. J'étais en pleine forme, je me sentais bien. Puis mes enfants sont arrivés, nous avons mangé des pizzas pendant quelques années. Mais c'était bien tant que ça a duré. Les habitants d'Okinawa, sur l'île du Japon, sont sans doute les personnes qui vivent le plus longtemps sur la planète, mais ils bénéficient d'autres facteurs favorables, tels que la structure sociale et l'exercice physique. Ils travaillent jusqu'à 90 ou 100 ans. Rien de tout cela n'arrive par hasard. C'est vrai, mais ce mode de vie est probablement le summum de la longévité humaine. Et nous le savons parce que si les habitants d'Okinawa déménagent à Hawaï, ce que beaucoup de Japonais ont fait, ils ne vivent plus aussi longtemps. Oui, c'est vrai. Vous avez parlé du mode de vie. Vous avez dit que vous vouliez revenir à l'idée des zones bleues. Vous parcourez le monde, vous observez ces communautés de personnes qui vivent longtemps. Elles ont beaucoup de choses en commun. Nous avons parlé de l'alimentation aujourd'hui. Nous allons donc nous pencher sur ce sujet. Les zones bleues ont également fait l'objet de critiques. Harriet Hall a déclaré que les données démographiques et l'âge des personnes n'étaient pas correctes. Mais si vous creusez un peu, vous verrez qu'ils ont fait du très bon travail. Dan Buettner a raison de dire que ces personnes ont tendance à vivre longtemps. Sur les centaines de personnes dont ils ont vérifié les dossiers en remontant dans les registres de la ville, il n'y en a qu'un qui est incorrect. Ils pensaient que c'était 111 ans, alors que c'était 107 ans, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est insignifiant. Mais bien sûr, toutes les études sont assorties de mises en garde. Mais je pense qu'il est clair que les régions du monde qui ont la bonne combinaison d'alimentation, d'exercice et de structure sociale vivent plus longtemps. Ce n'est pas une surprise, même chez les levures. Nous ne leur donnons pas de vie sociale, mais lorsque nous modifions leur régime alimentaire ou que nous leur donnons de la nourriture en temps restreint, de manière restreinte, elles vivent également plus longtemps. Je ne comprends donc pas pourquoi cette question est controversée. Il y a une autre idée sur la façon dont nous devrions manger, dont je sais que vous êtes un grand fan. Il y a moins de recherches derrière, mais vous y croyez fermement. Il y a des preuves. Je pense que c'est encore émergent et qu'il y a besoin de plus de recherches. Mais cette idée de xénohormèse, de manger des plantes qui ont pas seulement un régime à base de plantes, mais en se concentrant spécifiquement sur les plantes qui ont subi un stress. Parlez-nous-en et expliquez-nous pourquoi vous vous concentrez sur cette idée. Konrad Horwitz et moi-même avons inventé le concept de xénohormèse. Nous essayons d'expliquer pourquoi tant de molécules végétales étaient bénéfiques pour nous. Cette idée nous est venue à la suite d'un article publié en 2003 dans Nature et auquel nous avons collaboré. Cet article révélait qu'au moins 20 molécules végétales appelées polyphénols activaient l'enzyme sirtuine appelée SIRT1, la première d'une famille de 7. Lorsque je me suis penchée sur la question, j'ai constaté que ces polyphénols avaient des effets remarquables sur l'organisme. Le resveratrol est celui qui a le plus attiré l'attention des médias parce qu'il se trouve dans le vin rouge. Mais il y a aussi le picéatanol, ainsi que le ficétine et la quercétine. Ce sont des compléments qui suscitent l'enthousiasme des gens depuis peu. Mais quand on y regarde de plus près, on s'aperçoit qu'ils activent et inhibent des voies ou des protéines de l'organisme dont on sait qu'elles sont importantes pour la santé et la longévité. Dans certains cas, la même molécule inhibe une protéine et en active une autre, ce qui est nécessaire pour favoriser la santé. Il ne peut s'agir d'une coïncidence, il est impossible que cela se produise au hasard. L'idée est donc que nous avons développé les mécanismes qui nous permettent de détecter quand notre alimentation, les plantes que nous mangeons, sont stressées. C'est comme un système d'alerte précoce. En tant qu'humains, nous pouvons voir que les plantes se fanent et nous savons que les cultures sont déshydratées. Nous pouvons mesurer le sol. La plupart des organismes de la planète n'ont même pas d'yeux. Comment pourraient-ils savoir que leurs réserves de nourriture sont sur le point de s'épuiser ? À moins qu'ils ne ressentent le stress, la peur. Ainsi, lorsque vous stressez une plante, vous obtenez plus de resveratrol, plus de quercétine, plus de picéatanol. Et si vous regardez
Quel type de plantes devrions-nous utiliser? Je veux dire, ce n'est pas dans toutes les plantes que nous allons trouver ces choses. Bien sûr, c'est toutes les plantes. Les plantes ont des gènes de sirtuine et elles ont besoin de survivre, comme nous tous. Elles fabriquent les polyphénols pour survivre lorsqu'elles manquent d'eau et de nutriments, ou qu'elles sont la proie de chenilles. Mais dans notre alimentation, beaucoup de plantes contiennent très peu de ces molécules. Pourquoi? Parce que nous pensons que plus elles poussent vite, moins elles sont stressées, et mieux c'est. Il est alors plus rentable pour l'agriculteur de cultiver des plantes. Elles poussent très vite et ne subissent pas de stress. Mais sont-elles meilleures pour nous? Absolument pas. Comment savoir si un aliment a été stressé? Eh bien, on peut commencer par généraliser en disant que s'ils ont été cultivés dans des champs de manière biologique sans pesticides, ils sont probablement plus stressés, n'est-ce pas? Mais il y a aussi des aliments qui sont intentionnellement stressés. Le vin rouge en est un. Les meilleurs vins rouges sont ceux dont les vignes sont déshydratées et sur lesquels poussent des champignons. Et ce pour une bonne raison. Nous savons qu'ils ont meilleur goût. Pourquoi? Parce que des molécules xénohormétiques sont produites en même temps que des molécules qui ont bon goût et qui sont remplies de couleurs. Ce sont les défenses de la plante. Je recherche donc des plantes biologiques, locales et colorées, car ce sont celles qui ont le plus de chances de contenir ces molécules. Dans le cas de vin rouge, choisissez des cépages sensibles au stress. Le pinot noir est l'un des cépages les plus sensibles, si ce n'est le plus sensible. C'est pourquoi il contient le plus de resveratrol, de tous les autres types de vins. Rassemblons tout cela maintenant. Il y a beaucoup d'informations, mais quelques points principaux. Alors parlons-en. 4 ou 5 points pour les gens à retenir. Manger moins souvent. On pourrait commencer par manger moins souvent en sautant un repas par jour et aller plus loin. Et ne pas grignoter. Oui, évitez les boissons et les aliments sucrés. D'accord. Mangez moins souvent. Quand vous mangez, éliminez le sucre. J'essaie de consommer des édulcorants naturels. La stevia est l'un des plus importants pour moi. Il y en a d'autres sur le marché qui sont des édulcorants naturels. Commencez à réduire votre consommation de viande. Si vous suivez un régime, si votre régime vise la longévité, il est très probable que vous devrez réduire votre consommation de viande. Oui, cela inquiète beaucoup les mangeurs de viande, mais les données sont les données. Nous avons ces références qui montrent que la réduction de la quantité de viande rouge, et en particulier de viande transformée, est bénéfique pour la santé à long terme et même pour la prévention du cancer. L'une des choses néfastes dans la viande rouge, je vais juste le mentionner, ce n'est pas seulement parce qu'elle contient plus de ces 3 acides aminés à chaîne ramifiée qui empêchent le mTOR de faire ce qu'il faut pour le corps, mais la viande rouge contient également une molécule appelée TMA qui passe dans le sang, le foie, le transforme en une molécule toxique appelée TMAO. Il a été démontré que cette TMAO, au moins chez les animaux et probablement chez les humains, accélère les maladies cardiovasculaires. Je dirais donc... Le cancer aussi, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Ce que nous voulons faire, c'est limiter les nitrates, les viandes qui sont en conserve. Si vous voulez un bon steak, allez-y, ça ne vous tuera pas. Mais si vous essayez de vous orienter vers un régime plus végétal, axé sur les plantes, et peut-être de boire un peu de vin rouge occasionnellement, beaucoup d'huile d'olive avec de l'acide oléique qui active également les sirtuines. En fait, le régime méditerranéen est celui qui, à mon avis, est le plus facile à appliquer dans le monde occidental et qui offre le meilleur rapport qualité-prix. Vous pouvez aller un peu plus loin, comme je l'ai fait, en ne mangeant pas de viande. Et éventuellement, je renoncerai à tout, c'est-à-dire aux produits laitiers et aux œufs. Mais le régime méditerranéen est un régime très agréable. Je l'ai suivi pendant plus de 10 ans. L'une des choses qui n'est pas très connue, c'est qu'il existe des études sur le régime méditerranéen par rapport au régime occidental. La différence est énorme. L'une d'entre elles a été publiée en 2000. On a constaté une réduction de la mortalité. En 2000? Beaucoup d'études depuis. Il y a au moins 5 études qui l'ont confirmé. C'était il y a une vingtaine d'années. Si vous passez à un régime méditerranéen, si vous avez moins de 80 ans, vous réduisez votre mortalité, vos chances de mourir,
de 31%. Si vous avez moins de 80 ans, cela veut dire que vous pouvez encore en profiter, même si vous êtes très avancé dans la vie. C'est vrai, je dirais que dans cette étude, ils n'ont tout simplement pas inclus les personnes de plus de 80 ans. Je ne sais donc pas si cela ne fonctionnerait pas sur des personnes de 80 ans. Mais oui, c'est un point qui est très important. Et souvent, lorsque je donne des conférences et qu'il y a des personnes âgées, la question qui revient souvent est la suivante. Est-il trop tard pour moi? Et la réponse est qu'il n'est jamais trop tard. Les changements de régime alimentaire chez les personnes âgées peuvent avoir des effets bénéfiques considérables. Certaines personnes disent qu'il faut avoir un peu de graisse. Si vous avez plus de 80 ans, vous devriez avoir un peu de graisse. Il y a eu une étude à travers laquelle beaucoup de gens se sont raccrochés et qui les a vraiment enthousiasmés parce qu'ils disaient que si l'on était plus âgé, on pouvait être gros. Exact. Eh bien, il s'avère que ce n'est pas vrai. Quand on lit ces études, on s'aperçoit qu'il est possible d'être mince quand on est plus âgé. Être mince quand on est âgé est également bénéfique. Si vous allez dans une maison de retraite, je ne sais pas combien de personnes qui écoutent sont allées dans une maison de retraite, mais quand vous y allez, regardez autour de vous qui est en vie. Ce ne sont pas des hommes géants obèses. Ce sont des petites femmes maigres. Il y a là une expérience à faire, c'est évident à la vue de tous. D'accord, alors mangez moins, essayez de jeûner. Réduisez le sucre, réduisez la viande, mangez des légumes. Ne remplacez pas la viande par des glucides. Mangez des légumes et si vous ne mangez pas de légumes, essayez de trouver ceux qui ont été stressés et qui bénéficient d'un peu de xénohormèse. Vous pourriez bénéficier d'un petit effet xénohormétique. C'est très bien, il y a même un ordre dans lequel vous pouvez prendre vos repas pour réduire le pic de sucre dans le sang. Mettez le sucre à la fin du repas. Le dessert est donc acceptable si vous le mettez à la fin. Ne commencez pas par le sucre, ne commencez pas par des glucides car ils provoquent immédiatement un pic de glycémie. Si vous voulez revenir sur ce point, le deuxième ou le troisième, si vous voulez manger du sucre, mangez-le à la fin du repas. Ce que vous mangez au cours du repas et dans quel ordre fait également une différence. Les gens ne grignotent jamais des choses sucrées pendant la journée, c'est juste. Oh mon Dieu, manger des bonbons pendant la journée vous rendra léthargique dès que le sucre disparaîtra. Nous faisons une chose vraiment horrible aux enfants en leur disant que le sucre est cette chose vraiment géniale qu'ils devraient avoir tout le temps. Ils devraient pouvoir avoir des collations pleines de sucre et un petit déjeuner qui commence avec du sucre. Oui, je blâme l'industrie alimentaire pour cela, parce qu'ils veulent vendre plus de nourriture. On nous a appris que les enfants ne devraient jamais avoir faim. Le petit déjeuner est le meilleur repas de la journée. Et nous avons une épidémie d'obésité chez les enfants. Ce n'est pas une surprise. Quel parent ne se sent pas coupable lorsque son enfant a faim? Mais pour une santé à long terme, même la programmation de l'épigénome, pour une santé à long terme, nécessite une certaine faim chez les individus. Ce que nous faisons aux enfants, c'est que nous leur disons de prendre un petit déjeuner copieux, de grignoter quelque chose, de déjeuner et de dîner, et généralement dans les écoles publiques, de dîner copieusement, d'aller se coucher rassasiés, de se réveiller, de manger encore. Nous ne causons pas seulement des problèmes physiologiques à ces enfants sur le long terme, 20 à 30 ans plus tard, parce que leur épigénome est maintenant réglé pour le festin et non pour la famine. Mais nous les préparons également à l'obésité, ce qui bloque leur programme de survie. Leur corps vieillit donc plus vite qu'il ne le ferait jamais autrement. Je me demande s'il ne s'agit pas là d'un cadre très important pour replacer ce que nous appelons l'épidémie d'obésité dans son contexte. Il ne s'agit pas seulement d'une épidémie qui fait grossir les gens, mais d'une épidémie qui les fait vieillir plus vite. Tout à fait. Et nous en verrons l'impact dans 2 ou 3 décennies avec une augmentation de ces maladies, parce que l'horloge a été accélérée. La plupart de nos auditeurs savent que les personnes qui écoutent et regardent cette émission seront des adultes qui prendront des décisions par eux-mêmes. Pour une grande partie de ces informations, sinon toutes, peuvent être traduites en ce qui concerne les mesures que les parents devraient prendre pour aider leurs enfants à acquérir les habitudes alimentaires nécessaires à la réalisation de ces objectifs et d'avoir faim de temps en temps. Oh oui, c'est vrai, et ne pas avoir de la nourriture qui traîne et qu'ils aient la possibilité à chaque fois qu'ils en ont envie d'un snack. C'est ainsi que nous avons évolué. Nous avons cette hypothèse de l'hiver métabolique que nous avons publiée. Il y a probablement 100 000 ans, il y a 6 millions d'années, quel était notre mode de vie? Nous avions froid et faim
faim. Et de nos jours, nous vivons dans des maisons climatisées, chauffées, avec de la nourriture toujours disponible, ce qui va à l'encontre de ce que nous avons traversé pour évoluer et pour être optimal. Nous devons donc revenir à cette époque où nous avions parfois faim, de temps en temps, nous avions froid. Nous reviendrons plus tard sur la thérapie par le froid. Mais fondamentalement, le concept, s'il y a une chose à retenir de tout ceci, c'est que nous devons entraîner notre corps et avoir de la volonté pour qu'il puisse combattre les maladies et jouir d'une bonne santé pendant la vieillesse, ce qui nous donne une certaine longévité. Je pense que c'est un très bon moment pour s'arrêter pour l'instant parce que la prochaine chose dont nous allons parler, c'est d'autres façons de mettre notre corps en état de stress. C'est le 3e épisode. Voulez-vous en donner un avant-goût ? Nous allons parler de l'exercice et de la thérapie par le froid et ainsi de suite, car ce sont des moyens de faire sentir au corps qu'il est dans un état d'adversité. Qui font à peu près la même chose que le jeûne et ses régimes, c'est-à-dire qu'ils activent ces gènes de longévité. C'est exactement cela. Et ce qui est passionnant dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est que nous sommes en train d'apprendre quelle est la meilleure combinaison de ces choses. Et nous en parlerons dans l'épisode de la semaine prochaine.